Jean-Luc Touly, vous publiez un livre aux éditions François Bourin, Le vrai pouvoir d'un citoyen, manifeste de désobéissance civile. Vous y racontez votre enfance dans une famille de gauche, et puis ensuite, on va dire, votre guerre contre les grands groupes financiers et industriels qui monopolisent en particulier les marchés publics. Alors on commence par votre enfance. Vous êtes né dans une famille plutôt à gauche? Oui, mon grand-père maternel était socialiste. Mes parents étaient des militants syndicaux et ils votaient communiste pendant de très très longues années. Donc j'étais baigné un petit peu dans ces discours. J'étais plutôt à l'époque timide, mais j'écoutais, je regardais même la télévision. Et puis mes premières manifestations de résistance sont apparues au moment du lycée en 1968-69, où j'ai été pris par tout l'allant des manifestations du boulevard Saint-Michel. D'ailleurs, nous sommes juste à côté du boulevard Saint-Michel. Et puis ça a été l'armée, où là vraiment j'ai essayé avec quelques autres personnes de la caserne en Allemagne d'organiser une sorte de syndicat d'appelés pour les conditions des militaires qui passaient une dizaine de mois à ne pas faire grand-chose. Voilà, donc ça a commencé là où j'ai rencontré deux personnes un peu éloignées sur le plan politique, puisque l'un était le fils d'Helmut Kohl et l'autre c'était un militant communiste du DKP, qui était à l'époque un parti toléré. Votre vie est faite pas mal de rencontres. Oui. Hein, des rencontres, le hasard joue un grand rôle. Oui, alors peut-être qu'il n'y a jamais vraiment de hasard, mais en tout cas, ces opportunités, je les ai utilisées. Et donc j'ai fait beaucoup de sport avec le fils d'Helmut Kohl, et puis j'ai fait beaucoup de militantisme à l'extérieur de la caserne et dans la caserne avec donc des gens du Parti communiste allemand. Alors ça, c'était en quelle année? C'était en 1974-1975, c'était au moment du début de la bande à Bader. Donc tout de suite on passait pour un peu des terroristes. C'est ce qu'on appelait les années de plomb en Allemagne? Voilà, absolument. Et donc je distribuais les tracts le soir de manière le plus discrète possible pour que ces tracts soient retrouvés le lendemain matin dans le gymnase ou dans des endroits comme le réfectoire, de telle façon que les gens se rendent compte que leurs conditions d'appelés étaient un peu scandaleuses, surtout par rapport aux militaires allemands ou américains qui étaient présents en Allemagne à cette époque-là. Il y avait donc un traitement des soldats français, des appelés français finalement, qui n'étaient pas du tout à la hauteur des pays voisins. Oui, il y a une différence notoire parce que il se trouvait que dans cette caserne, j'étais le responsable un peu du bureau des sports et donc j'avais des relations assez régulières avec les casernes allemandes, anglaises et américaines et surtout allemandes. Les locaux, le manger, le fait de dormir dans des chambrées de 8, tout ça, c'était quelque chose de très différent dans ces casernes-là. Et donc je trouvais qu'il y avait un traitement des appelés français très inférieur à ce qui était pratiqué dans ces casernes. Donc ça, c'est la première chose qui m'a fait bouger. Alors ça s'est soldé comment? On vous a découvert à un moment On m'a découvert effectivement, puisque apparemment il y a quelqu'un qui aurait parlé, mais je n'ai jamais su qui c'était exactement. Et donc j'ai été amené dans une 205 noire de mémoire, avec les portières fermées à clé, dans une forteresse qui se trouvait à une trentaine de kilomètres, la forteresse de Landau, où j'ai été interrogé pendant 48 heures avec deux personnes qui tournaient autour de moi dans une pièce, comme dans les films, avec une lampe qui descendait presque au niveau de la table, pour me faire dire que j'étais un gauchiste, que j'étais un antimilitariste, alors que j'étais avant tout, non pas un pro-militariste, mais moi je voulais que les conditions des appelés soient plus correctes, et puis que ce qu'on leur disait au niveau des messages des gradés, de dire que l'ennemi c'était l'Union soviétique, c'était forcément à l'Est, me paraissait un peu primaire, donc je contestais aussi cette façon de voir les choses qui était un peu étriquée. Et donc ça m'a conduit ensuite au quartier général de Baden-Baden, où là j'étais dans une cellule complètement isolée, où j'avais le droit de sortir 1 heure par jour. Et puis ensuite j'étais à Fribourg, et puis j'ai terminé mon périple à Radolfzell sur le
le lac de Constance. Et là, donc en tout, j'ai dû passer pas loin de 3 mois dans une cellule. Bon, vers la fin, ça s'est amélioré puisque j'avais la seule obligation de revenir le soir, mais je pouvais éventuellement me promener, mais surtout ne pas avoir de contact avec les appelés de la caserne concernée. Finalement, ce passage en forteresse, cette tentative de monter un syndicat, finalement ce courage mêlé un peu de, on va dire, d'inconscience, finalement c'est devenu presque des vacances, vous êtes devenu un privilégié. Oui, absolument. C'est à la fois un privilégié dans ce sens-là, et puis je pense que ça a forgé le caractère, puisque je me suis retrouvé quand même très isolé pendant plusieurs semaines, et donc là on peut s'écrouler, ou on peut éventuellement résister, et donc j'ai résisté à la fois mentalement et même physiquement, en faisant des pompes, des abdominaux, enfin voilà, un peu comme dans les films, hein, c'était un peu drôle de ce point de vue-là. Et comme je n'ai rien dit, je n'ai pas dénoncé personne, et ben au bout du bout, ils étaient obligés de me libérer, quoi. Alors, de retour du service militaire, de retour en France, vous cherchez du travail, et vous vous faites embaucher, à l'époque on disait encore la Générale des Eaux. La Générale des Eaux donc vous intègre après un test de graphologie. Oui, oui. Bah, ça c'était un peu drôle. Donc, avant de rentrer dans cette société, j'ai fait quelques petits boulots, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et donc quand la Générale des Eaux a accepté de faire un entretien, il y a eu l'entretien, mais il y a eu aussi l'examen graphologique. Et donc j'ai eu les résultats. Alors j'ai été embauché, mais j'ai su environ 5-6 ans plus tard, au moment des lois Auroux de 1982, pourquoi ils m'avaient embauché. Parce que le test graphologique stipulait en conclusion que j'étais quelqu'un qui avait une personnalité inhibée. Et donc visiblement, je ne serais pas quelqu'un qui poserait des problèmes. Voilà, en gros vous étiez trop timide pour le graphologue. Voilà. Pour poser pour revendiquer voilà. et créer des mouvements en interne, on pouvait compter donc sur votre inhibition. Voilà, alors ouais. Je peux dire que je me suis guéri depuis, mais c'est vrai que quand j'ai eu connaissance de cet état, de l'examen graphologique, j'étais déjà guéri puisque j'avais adhéré à la CGT en 81 et j'étais devenu le trésorier national du syndicat CGT de l'entreprise Générale des Eaux devenue Vivendi puis Veolia en 1982. Donc voilà, j'ai rigolé quand j'ai eu dans les mains ce résultat de test graphologique. Mais finalement ce test graphologique quand même, ça partait d'une constatation objective, c'est-à-dire que le graphologue avait deviné votre grande timidité. Vous étiez très timide effectivement avec les filles. Alors j'étais déjà moins timide à cette époque-là, je l'ai été... je dirais jusqu'à peu près 1975, voilà, donc jusqu'à l'âge de à peu près 22 ans. Après, je me suis bien rattrapé. Donc j'étais guéri quand je suis rentré à la Générale des Eaux, j'étais déjà guéri. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que vous êtes timide avec les filles? Je crois qu'on ne peut plus le dire, ou si je le dis. Si je pouvais le dire, je pense que personne ne me croirait. En tout cas, ceux qui me connaissent ne pourraient pas me croire.